Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Hebdo Politique ce dimanche 29 mars, émission spéciale consacrée à la lutte contre le sida, week-end de SIDAction oblige. Pour nous accompagner ce soir, Jean-Luc Romero, président de l'association élus locaux contre le sida. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Jean-Luc Romero, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 30 juin 1959, vous avez donc 55 ans. Originaire de Béthune dans le Nord, vous êtes connu notamment pour votre engagement de longue date dans la lutte contre le sida. Vous êtes le président fondateur de l'association élus locaux contre le sida depuis 1995. Vous êtes également membre du Conseil national du sida depuis 2005 ou encore président du CRIPS, Centre régional d'information et de prévention du sida en Ile-de-France. Homme engagé, vous l'êtes également en politique. Vous êtes conseiller régional d'Ile-de-France depuis 1998 et depuis près d'un an, vous êtes maire adjoint chargé de la culture et du tourisme du 12e arrondissement de Paris. Peut-on dire de vous que vous avez deux vies, une faite de votre vie politique et une autre faite de vos engagements associatifs ? Bah oui, c'est même plusieurs vies, parce qu'associatif, j'ai plusieurs engagements. Je n'ai pas que celui de la lutte contre le sida, mais j'en ai un autre qui est très complémentaire, qui est le droit de mourir dans la dignité, auquel je tiens beaucoup. Donc j'ai plusieurs vies, mais comme tout le monde, je crois qu'on a tous plusieurs vies professionnelles et personnelles. Ensemble, nous allons aborder votre association élus locaux contre le sida. Nous recevrons également Eddie Haidt, vice-président de l'association et conseiller régional d'Île-de-France, mais pour leur place au Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Jean-Luc Romero, le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides pour apprendre à mieux vous connaître et connaître également votre point de vue sur l'actualité. Une question volontairement provocatrice, mais qui illustre les idées reçues autour du VIH. Je vous ai salué, serré la main il y a quelques secondes. Est-ce que j'ai pu attraper le sida en vous serrant la main ? Oui, je pense, c'est possible. Non, sérieusement. Justement, c'est fait exprès cette question-là. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un retour des connaissances en arrière qui est quand même parfois assez inquiétant, puisque près de 20% des Français, plusieurs sondages l'ont montré ces dernières années, croient qu'on attrape le sida en étant piqué par un moustique. Donc c'est quand même assez inquiétant de voir cela. Mais c'est vrai qu'on a baissé la garde sur la question de la prévention. 10% des Français croient qu'on attrape le sida aux toilettes. Voilà. Et sûrement certains pensent qu'en me serrant la main, ou en m'embrassant plutôt, on peut attraper le VIH. Bien sûr que non. Justement, sur les modes de contamination, la prévention, on y reviendra à partir de 19h dans une émission spéciale avec Jérôme André, directeur d'HF Prévention. L'UMP, autre question, rien à voir. L'UMP est arrivé en tête du premier tour des départementales dimanche dernier. Est-ce une victoire pour l'UMP de Nicolas Sarkozy ou les électeurs, selon vous, ont-ils simplement voulu sanctionner François Hollande ? Écoutez, moi, j'en sais rien. Moi, ce qui m'a surtout inquiété, c'est d'abord qu'il y ait quand même une forte abstention, même si certains se sont réjouis que la moitié des Français aient voté. Donc, c'est jamais dans une démocratie très saine de voir autant de gens s'abstenir. Et puis surtout, c'est de voir que le Front National s'installe. Je crois qu'il est en tête dans plus de 40 départements et ça, c'est extrêmement inquiétant. Après, l'UMP, que dire quand on voit que le président de l'UMP ne veut pas choisir entre la gauche et le Front National et les médos à dos. Je pense que c'est une attitude assez irresponsable, surtout de la part de quelqu'un qui a quand même été président de la République. En 2013, vous avez reçu le prix du Presse Club Humour et Politique pour cette petite phrase, je vous cite, « Un gay qui vote à droite, c'est comme une dinde qui vote pour Noël. Est-ce que être homosexuel et de droite aujourd'hui, c'est incompatible ?» Je ne dis pas que c'est incompatible, mais c'est extrêmement difficile. On l'a vu ces dernières années. Vous savez, moi, j'étais une dinde aussi à une époque, puisque j'ai été à l'UMP il y a bien longtemps. Sauf que ces dernières années, il y a eu une dérive tout à fait droitière sur les questions de société de la droite républicaine et qui est extrêmement inquiétante. D'ailleurs, la plupart des gays sont partis de ce parti. Il doit rester 2-3 cautions comme Roger Carucci et encore. Voilà, c'est un vrai problème. Dans un parti où on n'accepte pas que tous les Français aient les mêmes droits, je crois qu'évidemment, quand on est homosexuel et qu'on est à l'UMP, on ne doit pas être bien, parce qu'il y a plein de gays à l'UMP qui ont sûrement envie de se marier, qui vont certainement se marier, et pourtant, leurs responsables leur refusent ce droit-là. Marc Lévy, Jean d'Ormesson et Guillaume Musso sont les 3 écrivains préférés des Français. Et vous, quel est votre auteur préféré, personnellement ? Pas forcément plutôt Marguerite Yourcenar, plutôt Marguerite Yourcenar.
Élu du 12e arrondissement de Paris, est-ce que vous êtes favorable aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 à Paris, voilà, j'y suis très favorable, je ne peux pas vous dire le contraire. En plus, la maire de Paris vient de se déclarer favorable. Donc, vous savez, moi, je me différencie sur des questions qui sont essentielles et qui concernent mes combats sur celui-là. Puis d'abord, je trouve que c'est plutôt bien qu'on ait les Jeux Olympiques à Paris. Il faut espérer que cette fois-ci, on va plus se planter parce qu'on a quand même quelques mauvais souvenirs. Mais oui, c'est une bonne idée. 80% des Français interrogés par l'Institut Ipsos pensent que le changement climatique aura des conséquences importantes sur leur santé et 77% se déclarent personnellement inquiets. Est-ce que la cause environnementale, c'est une cause que vous défendez également ? Oui, bien sûr, enfin, comme tout le monde, mais comme un citoyen. Voilà, je ne veux pas non plus, vous savez, je m'occupe de la lutte contre le sida, je m'occupe du droit de mourir dans la dignité. Je pense que voilà, on ne peut pas non plus être sur toutes les causes. Maintenant, c'est vrai que c'est important. Puis en plus, on sort d'une période de pollution importante où on a quand même eu une ministre qui a été un peu légère sur cette question-là. Donc moi, je me retrouve plus dans les positions qu'a eu ces dernières semaines la maire de Paris et le président du conseil régional d'Île-de-France. Voilà, je pense qu'on a été politiquement assez irresponsable sur le pic de pollution qu'on a vécu ces derniers jours. L'hebdo politique. Pour le premier thème de cette hebdo politique, on va s'intéresser à vous et à l'association élus locaux contre le sida. Tout d'abord, parlons de votre engagement, ce besoin de défendre les autres, des causes difficiles. Ça vous a toujours suivi depuis votre plus jeune âge ou est-ce qu'il y a un événement particulier qui vous a poussé à vous engager ? Non, mais vous savez, je crois que quand on aime s'engager, ça vient de très loin. Et moi, enfant, je m'engageais et ça a toujours été comme ça. Je crois que c'est un besoin de s'engager pour les autres et puis quelque part pour soi. Parce que vous savez, quand on s'occupe des autres, c'est aussi une façon de s'occuper de soi-même. C'est aussi un besoin de donner et puis quelque part aussi de recevoir, parce que quand vous engagez dans des associations, dans le militantisme, même dans le militantisme politique, vous recevez énormément des autres. Un fait marquant de votre vie à vous, c'est la divulgation par un magazine gay au début des années 2000 de votre homosexualité. C'est quelque chose qui vous a forcément blessé à l'époque. Est-ce que c'est toujours le cas ou alors c'est du passé, vous n'y pensez plus ? Heureusement que ça avait passé quand même depuis le temps. Je suis passé à autre chose, mais non, c'était extrêmement violent parce que je devais le faire quelques semaines plus tard dans un journal du soir d'ailleurs. Et quelque part, on m'a volé ma vérité. Et donc, je n'étais pas très connu à l'époque. Et les gens qui ne me connaissaient pas et qui étaient des militants gays se sont dit c'est un pédé honteux. Et puis les autres... Ça a été jusque-là ? Ah oui, ça a été très violent à cette époque-là. Ouais, je pense que j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie, mais paradoxalement, ça a été une des plus difficiles, plus que la maladie. En 2002, vous avez révélé votre séropositivité dans un livre. Vous êtes le premier homme politique à l'avoir fait. Quelles ont été les réactions à l'époque autour de vous, aussi dures que celles... C'est-à-dire que c'était différent parce que je pense que c'est plus facile de dire son homosexualité, on l'accepte paradoxalement beaucoup plus facilement que de dire une maladie, c'est comme un aveu de faiblesse. Et à l'époque, ça n'a pas été extrêmement simple. Et je me souviens, j'étais déjà conseiller régional et manque de chance, au moment où j'annonçais ça, j'avais une crise d'herpès et j'arrive au conseil régional et évidemment que je n'allais pas aller embrasser les gens. Il y a une crise d'herpès, mais je voyais les gens qui s'écartaient, notamment les femmes qui avaient tellement peur que je vienne les embrasser. Et ça a été des moments un peu compliqués. Je me souviens d'une élue qui était venue me voir en me disant mais c'est totalement impudique dire ta maladie. Je dis en quoi c'est impudique de dire une maladie? D'abord les hommes et les femmes politiques ont des maladies comme les autres. En France, il y a quand même 10 millions de personnes qui ont des pathologies de longue durée. Mais je pense que cette maladie, elle est particulière. Ça reste aujourd'hui plus que jamais une maladie honteuse et oser dire qu'on a le VIH, c'est quelque chose d'inacceptable. En tout cas, moi, je ne le regrette pas. Votre engagement politique a commencé à Bobigny et à droite. Vous avez quitté l'UMP en 2006. Pourquoi? Est-ce que déjà à l'époque, il y avait une dérive droitière ou c'était pour d'autres raisons? Je pense que depuis le PAX, quand on m'entendait dans un média ou quelque part, c'était pour critiquer. Il y a un moment, voilà, j'ai tiré les conclusions. Et puis, c'était aussi un moment où il y avait dans ce parti, notamment, un certain Christian Van Est. Et quand j'entendais cet homme-là qui disait que les homosexuels sont inférieurs aux hétérosexuels, je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans le même parti que lui? Et comme mon parti, au final, le condamnait, mais le gardait toujours, je pense qu'à un moment, il fallait en tirer les conclusions. Puis j'étais en désaccord sur toutes les questions de société qui m'animent, que ce soit lié notamment aux questions liées aux drogues, puisque j'ai été secrétaire national chargé de la lutte contre le sida et aussi des comportements à risque et notamment la question des drogues. Évidemment, moi je suis pour la légalisation d'un certain nombre de drogues, donc évidemment j'étais assez mal. Les questions de santé aussi commençaient à me poser des problèmes puisque c'était le moment où on avait une réflexion autour des franchises médicales et j'ai toujours été opposé aux franchises médicales, notamment pour les personnes qui ont des pathologies de longue durée. Et puis après, voilà, les questions liées à l'homosexualité. Aujourd'hui, vous êtes un homme de gauche ou pas? Je dirais pas que je suis un homme de gauche, un homme libre.
D'abord, je ne suis dans aucun parti politique. Vous êtes Et je ne souhaite plus être dans un parti politique. Je ne l'ai plus été depuis. Et je trouve que c'est très bien. Quand même. Oui, je soutiens le Parti socialiste quand il fait des choses bien. Je soutiens le PRG quand il est très bon sur le droit de mourir dans la dignité. Ou les Verts à ce moment-là aussi. Voilà, je me sens en tout cas bien dans la majorité dans laquelle je suis, c'est-à-dire à la région, où je suis respecté. Et à la mairie de Paris, où je suis aussi respecté. Maintenant, j'ai des accords profonds avec le président de la République sur, par exemple, la question de la fin de vie, où je pense qu'il nous a trompés, et je le dis aussi. Et ça, c'est une forme de liberté qu'on peut avoir en étant solidaire dans les assemblées où on est élu, mais en même temps se permettant de dire ce qu'on souhaite. Justement, on ne peut pas être un homme de combat et être classé politiquement comme ça, de combat associatif. C'est compliqué. J'ai été très longtemps, bien sûr, dans un parti politique. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est compliqué, parce qu'on fait des pressions. Moi, j'ai subi, mais je m'en fichais. Mais peut-être aussi, c'était le fait que j'étais séropositif. Moi, je ne me suis pas projeté dans une carrière, comme beaucoup, parce que j'ai toujours pensé que j'allais mourir le lendemain. Donc, évidemment, ça change tout à fait votre perspective. Mais être dans un parti, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que il faut accepter un certain nombre de règles. Et moi, il y a des règles que je ne suis plus capable aujourd'hui d'accepter et que je ne veux plus accepter. Concernant élus locaux contre le sida, vous en êtes le président fondateur en 1995. Pourquoi avoir tout simplement décidé de créer cette association il y a 20 ans? Est-ce que c'est en rapport avec le SIDAction qui avait été lancé un an plus tôt ou pas? Non, c'est plus lié à la mort d'une personne dont j'étais proche et puis d'amis. Et c'était un moment très particulier de la lutte contre le sida, on l'a oublié, mais les nouveaux traitements n'étaient pas encore arrivés. C'était le moment où, depuis le début des années 90, les gens tombaient comme des mouches. C'était quelque chose d'horrible. Moi, il n'y avait pas une journée où on m'appelait, où quelqu'un ne m'appelait pas pour m'annoncer la mort d'une personne que j'avais connue, proche ou plus lointaine. Mais en tout cas, c'était une période extrêmement difficile. Les associations de lutte contre le sida commençaient à aller très mal parce que beaucoup de leurs responsables étaient des personnes touchées et que ces personnes mouraient aussi. Et moi, je me suis dit avec d'autres, à l'époque, avec d'autres élus, il y avait Jean-Christophe Lagarde d'ailleurs à ce moment-là, que les élus locaux, on l'oublie, mais vous savez, il y en a plus de 500 000 en France. La plupart sont des bénévoles, ont une fibre associative, comme les militants associatifs. Et ils sont partout. Les associations n'étaient plus partout. Et il y avait tout un travail autour de la prévention, mais il y avait surtout un travail autour de, je dirais, l'apprentissage de l'acceptation de l'autre. Parce que le malade n'est pas accepté. Et évidemment, cette maladie, elle ne s'arrête pas aux frontières des grandes villes. Et donc, on s'est dit que les élus pouvaient être utiles, notamment où les associations n'étaient pas là, et puis pour aider les associations qui, sur le terrain, avaient quand même beaucoup de mal, parce qu'une association de lutte contre le sida, aujourd'hui, ça peut paraître extrêmement simple. On oublie qu'il y a 20 ans, les choses étaient quand même beaucoup plus compliquées, que les rapports entre les politiques et les associations de lutte contre le sida étaient très complexes. Pour ceux qui ne connaissent pas élus locaux contre le sida, quelles sont vos actions? Qu'est-ce que vous faites concrètement? On a une double action, d'abord de faire, excusez-moi du mot, mais du lobbying auprès des élus pour qu'ils s'engagent dans ce combat. Et c'est pour ça qu'on a créé, d'ailleurs, Eddy qui est en face avait été le premier maire à accepter ce label. On propose aux villes qui s'engagent d'avoir un label Ville engagée contre le sida qui leur donne une vraie responsabilité. Et donc Carrières-sous-Poissy avait été avec Eddy la première ville à le faire. Là j'étais il y a quelques jours à Toulouse. Toulouse va devenir bientôt encore une ville engagée. Donc des villes de droite et de gauche. Donc moi je vais, comme Eddy et comme d'autres, quasiment toutes les semaines dans des villes différentes pour rencontrer des élus, pour rencontrer les associations, pour faire des réunions qui souvent n'existent pas, c'est-à-dire que les seuls, oui, mais des réunions où on réussit à mettre autour d'une table les élus et les associations et les militants. Il n'y a aucune structure pour faire ça. Et c'est aujourd'hui important que les gens puissent se parler parce que souvent ils ne se parlent pas. Donc ça, c'est notre premier job. Et le deuxième, c'est de porter un certain nombre de questions qui ne sont pas que les autres associations ne peuvent pas porter et qui sont en général éminemment politiques. Je pense par exemple à l'interdiction de circulation des personnes séropositives dans le monde. C'est une des questions sur lesquelles a énormément bossé élus locaux contre le sida et il y a eu des succès. Toute petite association qu'on soit, on a eu des succès au niveau international. Où aujourd'hui, il y a des pays encore qui il y a une quarantaine de pays. Il y a une quarantaine de pays qui interdisent soit l'installation, soit l'entrée,
Par exemple, il y en a un dont on parle énormément, c'est le Qatar. Donc moi, j'aimerais encore le dire. Tout le monde parle beaucoup des Jeux Olympiques. Il faut savoir que dans ce pays, les personnes séropositives, ils sont interdites. Au bout d'un mois, on vous fait un test et si vous êtes séropositif, on vous expulse. Donc je ne sais pas s'ils vont faire comme ça avec des joueurs professionnels. Je ne pense pas. Parce que ça, oui, je pense à la Coupe du Monde. Et puis plein d'événements qu'il y a dans ce pays-là. Puis il faut savoir aussi que ce pays, il ne respecte pas les droits des femmes, il n'est pas démocratique et il met en prison les homosexuels. Donc je pense que c'est aussi peut-être bien de le rappeler. Il fait partie de ces pays-là et ça n'a aucun sens que ce soit déjà en termes de santé publique. C'est complètement stupide. Ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est pas, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas parce qu'on se salue, c'est pas parce qu'on s'embrasse, c'est pas parce que voilà on est dans la même pièce que comment dire qu'une personne séropositive va contaminer une personne séronégative. Donc ça n'a aucun sens et c'est même considérer les personnes séropositives pire que des terroristes, parce que des terroristes ça ne se voit pas quand ils passent les frontières, tandis que des personnes séropositives en général ça se balade avec des traitements. Et évidemment, avec ces traitements, on peut savoir qui ils sont et donc les empêcher d'entrer dans certains pays. Vous fêterez les 20 ans de l'association d'ici quelques semaines. Est-ce que finalement... Vous êtes invité d'ailleurs. On est invité. Est-ce que finalement c'est un anniversaire que vous auriez préféré ne pas fêter? Bien sûr. C'est un mauvais anniversaire. Mais qui aurait pu imaginer quand on a créé ELCS qu'on serait encore là, même 20 ans plus tard? D'abord que je ne m'imaginais pas moi être là 20 ans plus tard déjà, mais de se dire que malheureusement on est obligé de continuer dans un contexte qui est aujourd'hui extrêmement difficile, parce que la lutte contre le sida n'intéresse plus personne, il faut être honnête, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais qu'il faut plus que jamais continuer, parce que paradoxalement, il n'y a jamais autant de gens qui ont vécu avec le sida dans le monde, 34 millions, et puis en France, 150 000 personnes. Quelle est votre plus grande fierté en 20 ans de présidence ? À la tête d'élus la fierté, c'est les combats qu'on a menés notamment sur la liberté de circulation des personnes séropositives, ou notamment vis-à-vis des États-Unis. On a eu des réussites. Je pense que tout le monde l'a oublié, mais c'est pas Obama qui a levé l'interdiction, c'est Bush, paradoxalement. C'était en 2009. Oui, on lui avait fait une lettre ouverte et ça avait fonctionné à l'époque. Et puis tout le travail qu'on a mené ces dernières années autour de l'interdiction des soins de conservation pour les personnes séropositives, qui est aussi une aberration qui existe toujours. C'est dans la loi de santé. Ça va être enfin dans la loi de santé, mais il y a quand même fallu... qu'elle soit votée, normalement oui, parce que tous les ministres l'ont promis, la dernière Marisol Touraine aussi, mais cette fois-ci c'est dans la loi. Alors il n'y avait pas forcément besoin d'une loi pour ça, mais bon, c'est dans la loi, donc si c'est voté dans les jours qui viennent, et on maintient la pression, hein, on a une pétition qui a été signée par plus de 100 000 personnes, ce qui est quand même pas rien. Aujourd'hui, on met bien sûr la pression sur les parlementaires, parce que ça aussi, c'est absolument incompréhensible. Tous les organismes qui ont eu à se pencher là-dessus, éthiques, scientifiques, disent que c'est une aberration d'interdire les soins de conservation aux personnes séropositives, et pourtant en 2015, on est le seul pays au monde à continuer dans cette interdiction. Ça veut dire que concrètement, qu'est-ce qui est interdit pour ceux qui ne comprennent pas forcément? Globalement, vous savez, quand vous êtes mort, en général, pour que la personne puisse être présentable à ses proches, il faut faire un certain nombre de soins. Et des soins qui sont parfois évasifs, parce qu'il faut y mettre des produits, du formol, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, les personnes séropositives au VIH, mais aussi aux hépatites, sont interdites de ces soins de conservation. Et il faut savoir que globalement, les thanatopracteurs, c'est-à-dire les professions qui font ces soins de conservation, vont plus loin que cette interdiction. C'est-à-dire qu'en général, on met la personne dans le cercueil directement, les gens ne la voient pas, et ça peut être très difficile pour faire son deuil pour certaines personnes. Et puis aussi, il y a des gens qui ne disent pas qu'ils sont séropositifs, qui n'ont pas voulu le dire à certains de leurs proches. Il faut peut-être aussi respecter ça. Aujourd'hui, en 2015, il y a encore des élus locaux qui ne souhaitent pas s'engager dans cette lutte-là contre le sida. Et si oui, pourquoi? Quels sont les arguments qu'ils vous avancent? D'abord parce qu'ils disent que ce n'est pas de leur compétence, ils n'ont pas tort en soi. Mais en même temps, à partir du moment où une maladie s'insinue comme ça dans la société et où les vrais élus de proximité, c'est qui? C'est les conseillers municipaux, c'est les gens qui sont vraiment sur le terrain, et donc qui sont à même justement d'entendre les personnes. Maintenant, vous ne pouvez pas forcer. Aujourd'hui, je vous le dis moi très clairement, les élus ne s'intéressent plus à cette question. Oui, bien sûr. Oui, une majorité plutôt d'indifférence. Oui, c'est plutôt une espèce d'indifférence, ou de vous renvoyer dans vos buts en disant mais de toute façon c'est pas de notre compétence, donc voyez avec l'État. Mais nous, notre rôle, aujourd'hui, c'est plus forcément un souci du fait peut-être des contraintes financières aussi également, non, du fait de la crise. Oui, mais il n'y a pas que de l'argent. Hein. À ELCS, on a l'habitude de dire que le SIDA se soigne aussi par la politique. Donc ce combat-là, c'est d'abord des paroles. C'est dire des mots forts.
Parce que derrière, le mot sida, c'est des hommes et des femmes qui habitent dans vos communes, qui habitent dans vos départements, qui habitent dans vos régions. Et quand ils entendent leurs responsables politiques avoir des paroles fortes, ça les aide. Et ça les aide à vivre avec ce virus. Et évidemment, après, oui, il faut bien sûr, le nerf de la guerre, c'est bien sûr l'argent. Et il faut de l'argent pour la prévention, notamment. Mais il y a des choses qui ne coûtent pas si cher que ça, comme acheter des préservatifs, comme utiliser les éléments d'information, c'est dans les mairies quand même. Il y a des journaux d'information dans lesquels on peut faire passer des choses. Il y a des comptes Twitter, des mairies, il y a des pages Facebook. Et faire passer des choses dans ces éléments de communication qui soient en plus officiels, parce que c'est la mairie qui les fait passer, c'est le département, c'est la région, eh bien c'est des choses qui peuvent être faites et qui ne coûtent pas grand-chose. Jean-Luc Romero, c'est l'heure de faire une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes en compagnie d'Eddie Haight, conseiller régional d'Île-de-France et vice-président d'élus locaux contre le sida. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'hebdo politique pour cette émission spéciale en cette journée de clôture de la 21e édition du SIDAction. Avec nous Jean-Luc Romero, président d'élus locaux contre le sida, maire adjoint également du 12e arrondissement de Paris. Et il vient de nous rejoindre, Eddie Haight, enfin il était là depuis le début, mais en tout cas au micro, un habitué de l'émission, vice-président d'élus locaux contre le sida et conseiller régional PRG d'Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Eddie Haight, quand vous étiez maire de Carrières-sous-Poissy entre 2008 et 2014, votre ville est devenue la première à recevoir le label Ville engagée contre le sida. On en parlait tout à l'heure. En quoi était-il si important pour vous, maire d'une commune, on va dire moyenne d'Île-de-France, de vous engager dans ce combat ? Quand on est maire, on a déjà conscience de tout ce que l'on peut entreprendre à travers les valeurs que l'on porte, mais aussi de la responsabilité qui est celle d'un maire de porter des combats très forts, et l'égalité homme-femme par exemple, la lutte contre les discriminations en général, et la lutte contre le sida faisait partie bien évidemment d'un engagement personnel mais collectif, partagé avec la majorité municipale, et sur laquelle nous étions engagés avec un certain nombre de citoyens. Donc on avait décidé de mettre en place une quinzaine de luttes contre le sida, avec toute une opération de sensibilisation auprès des plus jeunes, dans les collèges, dans les écoles, mais également auprès des adultes, à travers un certain nombre d'opérations d'information et de pédagogie. Il y avait une dynamique positive, ça rassemblait du monde ? Vous avez toujours un certain nombre de personnes qui s'interrogent sur le pourquoi de la démarche municipale, mais de la même façon que des gens nous demandaient mais pourquoi vous engagez sur la lutte pour l'égalité homme-femme ? Ça n'est pas de la compétence d'une commune. Mais un élu, il a d'abord, je dirais, une responsabilité qui est celle d'être engagé politiquement, dans le sens où on travaille pour l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est de s'engager pour des causes qui aujourd'hui ne sont pas bien portées, mal portées ou pas du tout portées. Et donc la lutte contre le sida était pour nous une priorité affichée avec d'autres. Je parlais d'égalité homme-femme. Et donc nous avons déployé un certain nombre de moyens publics, soutien aux associations, ELCS notamment, mais aussi des actions qui étaient liées à des permanences santé avec des associations, à travers des soutiens également aux hôpitaux, de façon à les encourager dans leur démarche de dépistage. Et donc la population était plutôt accueillante, réceptive, en sachant que nous étions dans une démarche volontaire. Donc la dynamique était là, elle était posée, elle était portée par le pouvoir politique municipal en place. Donc à partir de là... C'est vous qui avez fait la démarche de... Ça faisait partie des engagements qui étaient les miens, ça faisait partie des combats personnels qui étaient également les miens, et nous avions décidé d'avoir une vision politique de l'action publique. Un maire n'est pas là pour gérer l'état des trottoirs ou l'état simplement du fait qu'il fait froid en hiver et fait chaud en été. Un maire, il est là pour porter une vision avec une élue, avec des élus, avec une majorité. Donc je dis, la lutte contre le sida faisait partie de ses priorités politiques. Jean-Luc Romero, ce label Ville engagée contre le sida, il sert à quoi concrètement ? C'est quoi, un coup de projecteur sur une ville ? Ce label, d'abord, il n'est pas donné automatiquement. C'est-à-dire que déjà, comme vient de le dire Eddy, il faut le demander. Et en général, les villes qui le demandent, c'est parce qu'elles ont des actions tout à fait concrètes dans la lutte contre le sida. Et donc, pour nous, c'était important de donner ce label, d'abord parce que c'est un moment où justement il n'y a pas de visibilité autour de la question du VIH. Et ce label permet une visibilité. Quand je vais cette semaine à Toulouse, quand je vais à Annecy ou dans d'autres villes, eh bien, ça permet à un moment qui n'est pas forcément un moment où on parle du VIH. Et d'ailleurs, on souhaite que ce ne soit pas forcément ni pendant le SIDAction, ni le jour du 1er décembre, où il y a évidemment là beaucoup d'actions. Et ça permet en plus à la population de voir que les élus s'engagent dans cette question. Nous, on pousse par exemple aussi dans les municipalités beaucoup les élus à faire des dépistages. Autour du 1er décembre, par exemple, à la mairie du 12e arrondissement, il avait été proposé avant le conseil municipal que les élus qu'ils souhaitent puissent faire un dépistage rapide. On rappelle, le 1er décembre, c'est la journée mondiale, la journée mondiale de lutte contre le sida. Eh bien, ici, dans la mairie du 12e,
LM, on avait proposé aux élus, et un certain nombre sont venus le faire, un dépistage rapide, et c'était après une opération de communication pour dire aux gens, vous voyez, vos élus se font dépister, tout le monde peut et doit se faire dépister. Une notion un peu d'exemplarité. Aujourd'hui, en termes de chiffres, combien de villes ont reçu ce label? Est-ce que vous il y en a savez peu, là on a une dizaine, on doit être à peu près à une dizaine, mais il y a des grosses villes en ce moment, je parlais de Toulouse, mais Strasbourg est en voie de l'avoir aussi. C'est pas simple parce qu'il faut d'abord, il faut vraiment qu'il y ait une action. Et il y a quand même nombre même de grandes villes françaises qui ne font quasiment rien dans ce champ en estimant que c'est pas de leur compétence. Voilà, donc c'est pas ça. On n'est pas dans un. Puis vous savez, les élus, ils vont aussi vers les causes qui sont médiatiques entre guillemets. La lutte contre le SIDA l'a été, très fortement quand elle touchait peu de gens en plus. C'était paradoxal d'ailleurs, mais où c'était évidemment la pire époque puisque les gens mouraient. Enfin, je parle dans nos pays riches, on l'oublie, mais rien qu'aujourd'hui, il y a quand même 4000 personnes qui sont mortes du SIDA dans le monde. C'est des chiffres qu'il faut quand même de temps en temps rappeler parce que je pense que plus personne n'en a conscience. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps médiatique et le temps politique ne sont plus le temps du VIH. Eddie Haight, pendant votre mandat de maire, est-ce que vous avez senti les élus locaux des villes alentours concernés par le sujet ou alors vous étiez un peu seul malgré tout? On avait organisé en lien avec ULCS une réunion d'élus du territoire des Yvelines. C'est vrai que peu se sont déplacés. C'est vrai que le territoire des Yvelines n'est pas réputé pour faire partie des territoires progressistes qui acceptent de porter un certain nombre de causes. Mais nous avons, je dirais, diffusé la bonne parole sur la nécessité pour les élus, eux d'abord, de montrer qu'il faut lutter au quotidien contre le sida. On avait souhaité, à partir de là, décliner un plan municipal d'action. Un certain nombre de projets ont été stoppés, comme un fonds de soutien et de solidarité qui devait être mis en place par le Centre communal d'action sociale. Et ça, nous le regrettons, parce qu'il s'agissait d'accompagner les familles ou d'accompagner les personnes atteintes du sida dans leur vie quotidienne, parce qu'un certain nombre de choses de la vie quotidienne simple pour certains ne le sont pas pour tous, notamment l'accès au crédit bancaire, notamment l'accès à un certain nombre d'éléments. Et donc on souhaitait mettre en place un accompagnement plus fort et plus humain. Est-ce que certains élus locaux sont-ils finalement plus déconnectés encore que, on va dire, le citoyen lambda sur la question du sida? Quand on ne veut pas s'engager, de façon inquiétante. Quand on ne veut pas s'engager dans une cause dans laquelle on ne se reconnaît pas, tout est bon. Des clichés tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a certains qui sont encore... Seulement un élu local, il n'est pas simplement porteur des combats qui sont les siens. Sinon, on ne s'engage pas dans la vie politique pour représenter des gens. On a aussi une responsabilité à entendre et à prendre en compte ce qu'est la problématique du moment. Et donc la lutte contre le sida est encore malheureusement une problématique du moment. Et donc l'élu, il doit déjà dépasser ses propres convictions personnelles sur le sujet. C'est rarement fait. Et quand c'est fait, forcé, c'est mal fait, mais chacun doit comprendre qu'il a sa responsabilité là-dessus. Alors l'élu, il n'est pas déconnecté par rapport aux citoyens, seulement il a peut-être parfois, et trop souvent même, une vision à court terme sur ce qui peut lui rapporter ou pas dans le combat qu'il porte. Et je crois qu'effectivement, la lutte contre le sida n'est pas forcément porteuse pour certains élus qui peuvent trouver n'importe quel prétexte pour ne pas le faire, les questions financières, les questions de temps, les questions d'engagement. Vous savez, nous, on n'a pas dépensé plus, on avait redéployé, mobilisé des services qui travaillaient sur le sujet et rendu ça collectif dans le cadre d'un projet élaboré en mairie à travers tous les services. Que ce soit les agents à l'accueil qui portaient le ruban, que ce soit à la restauration municipale où des sets d'information étaient distribués aux enfants. À tous les niveaux, vous pouvez passer et diffuser une parole qui sensibilise sur une cause juste. Vous aviez écrit une lettre récemment lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida et vous déclariez « L'échelon local est particulièrement légitime et pertinent dans la lutte contre le sida ». Pour ceux qui n'en sont pas encore convaincus, pourquoi? En quoi un maire, un élu local est-il si pertinent dans ce combat-là? C'est parce que c'est là que la vie se passe. Aujourd'hui, nous avons des milliers d'élus locaux, Jean-Luc le rappelait, plus de 80% d'entre eux ne sont pas indemnisés, donnent de leur temps bénévolement pour s'engager. C'est là que se fait la vie. Ce sont des membres de votre famille, ce sont des gens que vous connaissez qui sont élus, donc qui vivent la même vie que vous, que moi. Donc ces gens-là sont confrontés aux mêmes réalités. Donc oui, l'échelon local, il est pertinent, d'autant qu'aujourd'hui, les intercommunalités, pour beaucoup d'entre elles, prennent la compétence santé. Donc l'élu local doit relayer auprès des intercommunalités cette problématique-là dans la programmation santé. Il y a beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas que la lutte contre l'obésité ou le développement de la pratique sportive. Tout concourt à l'amélioration du vivre ensemble. Jean-Luc Romero, quand 27% des Français déclarent que l'on peut guérir du sida aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment ça se fait qu'il y ait 3 Français sur 10 en 2015 qui pensent ça?
Oui, je le disais tout à l'heure, il y a un retour en arrière des connaissances et qui est assez inquiétant, notamment dans notre région, parce que si vous me permettez de rebondir sur ce que disait Eddy, il faut quand même, quand on parle de la responsabilité des élus, notamment ici en Île-de-France et à Paris, elle est quand même très particulière. On a en Île-de-France la moitié des cas de VIH de tout le pays. On a à Paris un quart des cas de VIH, c'est-à-dire qu'en gros, sur Paris, c'est certainement 40 000 personnes plus que les 2 premiers arrondissements qui vivent avec ce virus. Donc comment peut-on être totalement indifférent et dire que ce n'est pas une question de santé publique essentielle dans la région, quand on est élu d'Île-de-France? C'est sûr qu'en Corrèze, il y a une responsabilité un peu différente. C'est un manque de volonté politique, du coup. Bah oui, si on ne le fait pas, alors il y a une vraie volonté politique, je pense, au niveau de la région, puisque là-dessus, et ça il faut le dire, Jean-Paul Huchon a toujours été très sensibilisé à la question, et on met à peu près 8 à 9 millions d'euros par an sur la question du VIH en Île-de-France. C'est important. Il faudrait toujours faire plus, mais c'est la seule région qui fait ça. Enfin, en tout cas, à ce niveau-là, c'est la seule région qui forme 90% d'une classe d'âge des lycéens aux questions du VIH, d'éducation sexuelle. Donc, il y a quand même une vraie volonté politique. Maintenant, que ce soit suffisant, bien sûr que non, parce que les chiffres sont là, ils sont dramatiques, ils continuent à l'être. Mais si on ne faisait pas tout ça, ce serait encore plus dramatique. Mais il faudrait qu'il y ait un engagement plus global. La ville de Paris est très engagée dans la lutte contre le sida. Maintenant, il y a des départements qui le sont moins dans cette région. Donc on va pas, on est en plein site d'action, on veut plutôt être dans le consensus sur cette question-là, mais il faudrait que chacun prenne ses responsabilités. On ne peut pas continuer à voir cette région avoir de tels records et puis dire oui, c'est triste, c'est malheureux. Non, c'est pas triste, c'est malheureux, c'est qu'on ne prend pas les mesures qu'il faut aussi pour éviter ça, parce que vous savez, aujourd'hui, si on met les moyens, si on fait les campagnes qu'il faut, si on permet à chacun d'accéder au traitement, le sida, il pourrait disparaître. Si on permet à chacun de pouvoir se faire dépister, déjà, si toutes les mairies d'Île-de-France, elles organisaient en leur sein des dépistages régulièrement, si on fait ça, c'est simple, et ça va pas leur coûter grand-chose, c'est les associations qui vont venir pour le faire. Si chaque commune, déjà, faisait une vraie promotion du dépistage, ça éviterait, vous savez, quand même, dans notre pays, à peu près 30 000 personnes, ou peut-être plus, qui ne savent pas qu'elles sont séropositives. Eh bien, là, je pense que dans notre région, où on sait aussi qu'on a des milliers de personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives, là, voilà une action que peuvent mener toutes les mairies d'Île-de-France. La question sur la guérison, est-ce que concrètement, à court terme, on pourra guérir du sida? On pourrait. Enfin, dans l'absolu, oui. Le problème, c'est que, vous savez, dans le monde, il y a 34 millions de personnes qui vivent avec le VIH et qu'il y a plusieurs millions de personnes qui ont besoin d'un traitement d'urgence et qui ne l'ont pas. Et ça, c'est aussi une question de volonté politique, parce que on laisse mourir aujourd'hui dans une espèce d'indifférence glacée des gens. Donc on se dit oui, c'est dans les pays du Sud, c'est pas c'est pas la France. C'est vrai qu'en France, toutes les personnes qui ont besoin d'un traitement peuvent en avoir, mais on a en tout cas aujourd'hui des modèles mathématiques qui nous montrent que si on a un accès universel à la prévention et un accès universel au traitement, eh bien le sida peut disparaître. C'est fantastique, c'est quand même un message incroyable. Mais aujourd'hui, les moyens ne sont pas là et la volonté politique n'est pas là. Quelques chiffres, même si une émission spéciale y sera consacrée à 19h sur Radio Sensation. Chaque année, plus de 6000 personnes découvrent leur séropositivité en France, dont 12% des 15-24 ans et 30 000 personnes, c'est ce qu'on disait à peu près, seraient porteuses du virus sans le savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, la priorité absolue doit être recentrée sur les jeunes Eddy? Oui, la lutte contre le sida doit être tout azimut, mais effectivement, la lecture des chiffres, la lecture des données et des différents rapports, il faut cibler un certain nombre de publics. Jean-Luc Romero le sait bien à travers le CRIPS qu'il préside, et le fait de cibler les jeunes à travers les apprentis, à travers les lycéens, doit permettre d'éduquer les générations à mieux se protéger, à être mieux informés, à être en capacité aussi de ne pas céder à la désinformation et à la régression, je dirais, politique sur un tel sujet. Donc oui, la jeunesse en soi doit toujours être accompagnée et mieux accompagnée. Oui. 33% des étudiants déclarent ne jamais utiliser de préservatif. Alors question un peu bête, mais quand on est étudiant, une boîte de préservatifs, ça peut coûter cher. Est-ce qu'on aurait les moyens aujourd'hui de rendre les préservatifs gratuits? Eddy, Jean-Luc Romero, ne vous battez pas pour répondre. Non, mais moi je suis toujours battu pour ça, parce que vous savez, on rembourse des tas de choses. Par exemple, si vous faites un voyage, vous voulez des bas de contention,
Vous demandez simplement à votre médecin, ils sont complètement remboursés. Donc pourquoi pas on rembourse la contraception, et c'est très bien. Et là, on ne rembourse pas, notamment par exemple aux personnes séropositives, aux personnes qui ont des minima sociaux, parce que oui, un préservatif, vous savez, quand vous n'avez pas de quoi vous payer à manger tous les jours, quand vous n'avez pas de quoi payer votre loyer, c'est ce que vous achetez en dernier, c'est la capote. Donc oui, moi je pense qu'il faudrait y arriver, mais que malheureusement, aujourd'hui, les politiques ne sont pas prêts à une mesure comme celle-là, qui pourtant, vous savez, la prévention, ça coûte toujours moins cher que de payer après des traitements. Quand on sait le coût des traitements aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le coût d'une capote à côté du coût d'un cachet de Truvada ou d'autres médicaments? Vous êtes critique, vous également, Eddie Haidt, là-dessus? Moi, je rejoins Jean-Luc sur sa position. Quand nous avions mis en place ce plan municipal de lutte contre le sida à Carrières-sous-Poissy, on distribuait bien sûr des préservatifs gratuits au moment du SIDAction et de la journée mondiale de lutte contre le sida, mais on souhaitait surtout trouver le moyen réglementaire et le dispositif pour permettre tout au long de l'année la mise à disposition gratuite de préservatifs. C'était à l'étude, nous souhaitions trouver les bons partenariats, la bonne méthodologie pour accompagner aussi les parents et donc faire un travail sur l'appropriation de ce sujet-là par les familles. C'était pas encore complètement au point. Bon, encore un projet qui a été abandonné. C'est vrai que je le regrette parce que c'est pas grand-chose et ça permet vraiment de donner d'un point de vue très concret un outil efficace pour lutter contre le sida et l'ensemble des maladies sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, de façon simple et rapide, quel message faut-il faire passer aux auditeurs qui nous écoutent? Ne surtout pas lâcher en se disant que c'est gagné. C'est ça le message. Enfin, c'est le mien en tout cas. J'ai l'impression, mais est-ce que c'est... On le partage. Il faut leur dire qu'il ne faut pas négliger le dépistage. Il vaut toujours mieux savoir. Les gens qui ont peur, peut-être, mais aujourd'hui, vous savez, il y a quand même des solutions. Aujourd'hui, il faut aussi le dire aux gens qui ont très peur d'aller se faire dépister, qu'on peut vivre avec le sida, qu'on peut travailler avec le sida, qu'on peut avoir des relations sexuelles avec le sida et qu'on peut aimer avec le sida. La vie n'est pas terminée quand on a ça. Donc il faut arrêter d'avoir peur. Et il vaut toujours mieux savoir, c'est bien pour soi et puis c'est bien pour les autres. Eddie Haidt, un mot peut-être? Non, mais tout à fait. Je crois qu'il ne faut rien lâcher sur le combat qui est celui-ci aujourd'hui et ne pas avoir peur de se renseigner, ne pas avoir peur d'aller de l'avant et d'en parler. Parce que je crois véritablement qu'aujourd'hui, il y a les moyens d'affronter un certain nombre de choses. Évidemment, alors le message du SIDAction 2015, c'est le sida pour en finir, il faut continuer. Et vous pouvez évidemment donner au 110 jusqu'au 18 avril ou sur sidaction.org. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci Jean-Luc Romero et Eddie Haidt d'y avoir participé. Je rappelle que vous êtes respectivement président et vice-président de l'association élus locaux contre le sida. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Merci à vous deux. La soirée spéciale SIDAction continue à partir de 19h avec Jérôme André, directeur d'HF Prévention. Et puis n'oubliez pas, à 20h, soirée spéciale élection départementale en partenariat avec TV Fil 78. Bonne soirée à tous sur Sensation. L'hebdo politique sur Sensation.